Bonsoir Nadia. Bonsoir Pascal. Alors, je te remercie d'avoir accepté d'échanger autour de ton dernier livre paru en 2024. Ce livre-ci, intitulé Woke, la tyrannie victimaire. C'est un échange, je pense, qui est utile et qui est utile parce qu'en réalité, il est d'actualité. C'est un livre qui est préfacé par Pierre-André Taguieff, qui est directeur de recherche au CNRS. Et je te laisserai évidemment rebondir sur ce qu'en dit Wikipédia, mais si j'en crois Wikipédia, Nadia, tu es né le 7 décembre 1969, donc tu es un peu plus jeune que moi. Jusque-là, c'est exact, oui. Tu es militante laïque et auteur Oui. belge, on aurait pu dire autrice belge. Tu disais que tu t'intéresses en particulier à la problématique du voile islamique et de son port dans le cadre de la laïcité. Et depuis septembre 2021, tu es conseillère au centre Jean Gaulle du mouvement réformateur et tu es notamment chargée des questions de la neutralité de l'État. Si Mhm. on veut venir peut-être un peu plus récemment, en 2024, tu milites contre le wokisme et tu affirmes qu'en Belgique, toute la gauche est contaminée par cette idéologie et qu'il existe aussi une convergence idéologique entre le wokisme et l'islamisme. Mhm. Voilà, un bref petit topo, si je puis dire, de ton militantisme. Tu voulais rajouter un élément important peut-être pour compléter le tableau? Non, pas vraiment. Disons que simplement, quand on me présente comme ayant travaillé essentiellement sur la question du voile islamique, je trouve que ça fait très réducteur, alors qu'en fait, j'ai plutôt commencé mon cheminement par le combat républicain, et c'est en travaillant sur la question de la République et donc de la monarchie belge que j'en suis arrivée à la question de la laïcité. Et c'est en travaillant sur la question de la laïcité que j'en suis arrivée à la question des signes convictionnels en général et du voile islamique en particulier. Donc voilà, je trouve que c'est toujours intéressant d'élargir un petit peu le spectre. Parce qu'on me présente déjà assez souvent comme étant l'obsédé de service de la Hmm. question du voile islamique. Je trouve que j'ai quand même fait beaucoup d'autres choses dans ma vie que d'écrire effectivement deux ou trois livres sur le sujet. Mais je pense que c'est un sujet je dirais, qui est un petit peu un catalyseur ou un exposant de toute une série de difficultés et de problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Donc, c'est vrai que je ne veux pas non plus faire comme si c'était une question qui n'était pas importante à mes yeux. Elle est très importante à mes yeux. Et effectivement, comme tu le soulevais toi-même, je vois un lien ou en tout cas un rassemblement, je dirais, d'opportunités ou d'opportunisme entre le discours woke et le discours islamiste, que tout devrait pourtant séparer. Tout à fait, mais on y viendra effectivement par la suite, Oui. Nadia, si tu veux bien. Mais c'est vrai que je trouve intéressant précisément d'avoir évidemment la façon dont on te présente quelque part officiellement ou de manière ordinaire, tu le dis, et puis la façon, j'ai envie de dire, plus nuancée dont il faut te présenter. Et donc c'est pour ça évidemment que je trouve intéressant de te donner la parole aussi pour quelque part nuancer le portrait que l'on fait trop souvent de toi en te limitant peut-être effectivement à des questions telles que le voile islamique, alors que les sujets évidemment que tu abordes sont beaucoup plus importants. Et puis aussi peut-être derrière, la question c'est évidemment pourquoi ces sujets sont importants, pourquoi du coup ils sont récurrents et qu'est-ce qu'il faut en dire pour décrypter évidemment ce qui se cache le cas échéant derrière. Mais avant d'aborder précisément l'objet de ton livre qui est assez volumineux finalement, parce qu'il y a quand même pas mal de sujets qui sont abordés, j'ai envie de te poser la question préalable de savoir finalement d'où tu tiens tes engagements et aussi en sachant que ces engagements tu les tiens depuis déjà un certain temps, je me dis que tu as eu l'occasion bon gré mal gré, et surtout malgré toi, tu as eu l'occasion de subir quand même pas mal de revers, de difficultés. Ça noue pas mal de conflits, ce type de combat que tu portes. Je pense évidemment notamment au fait que tu étais enseignante et que tu as quitté la haute école, que tu as dû quitter la haute école. Et puis je pense encore tout récemment, justement en particulier par rapport à ton livre, à l'esclandre quelque part qu'il y a eu lorsque tu as présenté ton livre à la foire du livre. Donc c'est pas du tout évident. Et donc quelque part aussi, qu'est-ce qui te maintient, j'ai envie de dire, la tête hors de l'eau dans ce combat? Alors, c'est deux questions différentes. Qu'est-ce qui m'a Oui, amené et qu'est-ce qui m'y maintient? C'est très oui, différent. Ce qui m'a amené, bah, comme je l'ai déjà dit, c'est un peu, j'ai envie de dire, un enchaînement d'engagement, de combat. Oui, au départ, je pense que j'étais pas du tout prédestinée. Enfin, je crois pas du tout à la prédestination, mais si j'y croyais, je crois même si j'y croyais, je ne pense pas que je dirais que j'étais prédestinée à devenir une militante
militante laïque, mais au départ, j'ai fait des études de philosophie, je suis devenue prof de morale non confessionnelle dans l'enseignement secondaire à la ville de Bruxelles. Euh, et finalement, bah, si Philippe et Mathilde ne s'étaient pas mariés, peut-être que j'en serais pas où j'en suis, puisque, puisque c'est à cause de leur mariage, en quelque sorte, que j'ai eu envie de dire, bah non, tout le peuple belge ne se réjouit pas. Il y a quelques Belges qui s'en foutent éperdument. Il y a quelques Belges qui trouvent que c'est une institution dépassée. Et c'est parce que j'ai commencé à m'engager sur la question républicaine que Claude Javot, qui est maintenant décédé, mais qui était professeur de sociologie à l'ULB, m'a proposé d'écrire un livre pour les 10 ans de la mort de Baudouin, donc notre roi. Et ça a été mon premier livre. Et ça a été aussi l'occasion pour moi de découvrir à quel point la religion du roi Baudouin avait interféré dans ses actes de chef d'État, et donc de me sensibiliser à la question de la laïcité. Et donc au départ, j'étais pas du tout partie sur la question de l'islam ou sur la question du voile islamique, c'était plutôt la religion catholique et le poids qu'elle avait pu avoir dans le passé qui m'intéressait. Et puis évidemment, bah, de proche en proche, bah, j'en suis arrivée à me rendre compte qu'on revivait un petit peu le même genre de difficultés avec l'islam que ce qu'on croyait avoir dépassé plus ou moins et plus ou moins réglé avec le catholicisme. Et donc, moi, ça me paraissait assez logique de continuer le combat. Je veux dire, je ne voyais pas pourquoi il aurait fallu traiter autrement une autre religion à partir du moment où les termes du problème étaient les mêmes, en fait. Il s'agit toujours d'interférence du religieux dans la sphère du politique. Euh, et donc, ça a été ma première déconvenu de me rendre compte que pour toute une partie de la gauche, qui était quand même mon univers de départ, je veux dire, tu imagines bien que quand on est républicaine en Belgique, en général, on est plutôt de gauche, voire même d'extrême gauche. Donc moi, j'étais vraiment dans un milieu très, très à gauche. Et tout d'un coup, sur la question de l'islam, on a commencé à se diviser. Ça a été le premier choc pour moi de se dire, bah, tiens, en fait, ce qui était évident quand il s'agissait du catholicisme ne l'est tout d'un coup plus du tout quand il s'agit de l'islam. Euh, et bon, voilà, moi j'ai continué par cohérence et j'ai envie de dire que c'est toujours ce mot cohérence qui me pousse à continuer encore et toujours. Et j'ai envie de dire plus que jamais maintenant. Je pense que ceux qui espèrent me faire taire à force d'attaques, enfin, de, de diffamation, de menaces, etc. Je crois que, enfin voilà, s'ils me regardent, s'ils m'écoutent, j'ai envie de leur dire, bah, vous pouvez continuer tant que vous voulez, ça ne fera qu'une chose, c'est de raffermir ma conviction que c'est un combat important à mener. Euh, Disons que ce qui a profondément changé, je pense, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu pour moi pas seulement un combat pour des idées, mais un combat pour le droit de les exprimer. Et ça, je pensais quand même pas, il y a 20 ans ou même il y a 15 ans, en arriver là. Je veux dire, il y a 15 ou 20 ans, pour moi, la question était simplement, tiens, j'ai envie de donner mon avis. Je trouve légitime de dire, moi, je pense différemment que ce que d'autres gens pensent sur tel ou tel sujet. Et ça me paraissait relativement accessible. Enfin, je reprends toujours l'exemple de la monarchie, parce que c'est quand même un sujet enfin, assez clivant en Belgique, et le voile islamique aussi. Ce sont deux thématiques sur lesquelles j'ai quand même été très souvent invitée sur les plateaux télé. Il y avait vraiment une vraie possibilité de débat. Enfin, les médias publics à l'époque, enfin, publics et privés, mais le public est encore plus révélateur, je pense, euh, à l'époque, donnaient véritablement une possibilité d'expression à des voix républicaines, d'une part, à des voix laïques, de l'autre. Aujourd'hui, je trouve que ça devient de plus en plus difficile. On est très vite acculé dans le coin droite extrême, extrême droite, ceux qui font le jeu de ceci, de cela, etc., etc. Alors même que mon discours n'a pas changé et que je continue à le trouver infiniment plus démocratique que le discours de certains islamistes qu'on voit jusque dans nos parlements. Enfin, il y a quand même quelque chose là qui est assez sidérant, le deux poids, deux mesures entre le traitement qui est réservé à des propos qui sont pour moi tout à fait en dehors du champ démocratique et qui viennent de responsables qui sont à tout le moins proches de l'islam politique et qui en sont
en tout cas les facilitateurs, et un discours comme le mien, qu'on peut ne pas aimer, avec lequel on peut ne pas être d'accord, qu'on peut trouver pas assez, avec des petites fleurs autour et tout ce qu'on veut. Moi, tout ça, je peux entendre, mais qui est quand même, je pense, profondément démocratique. Euh, et c'est vrai que oui, les menaces et le harcèlement dont j'ai été victime n'ont fait que me confirmer dans l'idée que euh, qu'il n'était pas question que j'arrête de défendre mes idées. Je veux dire, parce que je n'ai pas de raison d'en avoir honte, je n'ai pas de raison de devoir, moi, me remettre en question en me disant, mais j'ai dit quelque chose ou je pense quelque chose qui n'est pas conforme à la loi, au contraire. Euh, Bien sûr, Nadia. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, évidemment, comme tu le disais tout à l'heure, on pourrait avoir le sentiment, évidemment, que par rapport au catholicisme, on peut dire énormément de choses. Ça ne fait plus débat quelque part. Les catholiques, la plupart, ont accepté le débat, éventuellement la critique même virulente. Et on a le sentiment qu'avec l'islam, justement, on revient un petit peu, du coup, en arrière et qu'il y a finalement cette même crainte de la critique qu'on a pu avoir à l'égard du catholicisme, ce qui est évidemment assez aberrant. On a le sentiment que du coup l'histoire passée n'a pas véritablement servi comme grille de lecture à ce que l'on vit aujourd'hui par rapport à oui, c'est l'islam. ça, exactement, oui, oui. D'où ma question évidemment qui était de dire, mais finalement, est-ce que quelque part tu n'as pas le sentiment que c'est un éternel retour et d'où peut-être aussi à un moment donné de se dire, mais c'est épuisant quoi, ma vie quelque part elle passe, j'ai une famille, j'ai peut-être envie de faire autre chose, mais c'est ça que je veux dire, toi, Oui, c'est du bon. mais alors justement, peut-être qu'il y a une chose dans ce que tu dis qui est très vraie, mais qui, je pense, permet de faire le lien aussi avec le wokisme. C'est que il y a quand même quelque chose qui est profondément différent entre le catholicisme et l'islam, et qui explique, à mon avis, la différence de traitement. C'est la différence de statut social euh, réel ou supposé des deux religions. Je pense que quand on est de gauche, quand on est progressiste, c'est très facile de lutter contre une Église catholique qui est perçue comme l'incarnation du pouvoir. Hein, je veux dire, tous ces prêtres, ces curés, ce pape en habits d'apparat, qui ont de l'argent partout, qui ont un pouvoir extraordinaire, qui haranguent les foules, qui leur disent qu'elles doivent penser, qui historiquement ont été quand même les détenteurs du savoir, de la connaissance, enfin, les lettrés, etc., etc. C'est très facile en fait, c'est très confortable, on est sur du velours quand on est un homme ou une femme progressiste pour dire bon, ah bah la calotte, ah bah les calotins, quoi. Hein. Enfin, pensons par nous-mêmes, débarrassons-nous de ces puissants qui nous dirigent. Et le clergé est évidemment un de ces puissants qui nous a dirigés pendant des siècles et des siècles. Amen, j'ai envie de dire. Hein. Avec l'islam, les choses se posent différemment et je pense que c'est ça qui a vraiment fracturé la gauche dans un premier temps. Et malheureusement, j'ai l'impression que la fracture est occupée à se résorber, mais pas dans le bon sens. Euh, c'est le fait que pour une grande partie de la gauche, l'islam est la religion de l'opprimé. C'est la religion du petit peuple, de celui qui est un migrant, qui est en but au racisme, aux discriminations, etc. Et donc, on ne va pas encore en plus lui demander d'être laïque, d'accepter qu'on se moque de sa religion, d'accepter qu'on limite son droit de la pratiquer, etc., etc. Et, euh, et moi, je pense que cette position-là que je viens d'énoncer, elle est très paternaliste finalement, parce qu'elle consiste à dire, au fond, les musulmans de Belgique sont d'éternels étrangers, un peu exotiques, qu'on doit traiter comme pas tout à fait nos égaux, puisqu'en fait, ils viennent d'ailleurs et qu'ils n'ont pas tout à fait les codes. Et moi, je trouve ça horrible, en fait, de partir de ce principe-là. Ou alors, il y a évidemment la version, l'attitude républicaine qui consiste à dire, bah non, ce sont nos concitoyens de plein droit, ils ont les mêmes droits, les mêmes devoirs, ils vivent avec nous dans le même pays. Et donc, bah, même si c'est parfois plus difficile pour eux, il faut qu'ils acceptent eux aussi, comme d'autres l'ont accepté par le passé, qu'on puisse critiquer leur religion, qu'on puisse limiter les droits de la religion, etc., etc. Mais donc, cette notion de peuple opprimé ou de discriminé ou de minorisé, c'est une notion qui est vraiment au cœur du wokisme, en fait. Et c'est en cela que je pense qu'il y a vraiment une convergence des luttes entre la lutte de certains musulmans politiques, j'ai envie de dire, pour,
pour faire prévaloir leur religion partout, et d'autres minorités qui aujourd'hui utilisent la même grille de lecture, se servent des mêmes termes, oui, de la même lecture du monde, en fait. Ce qui, en fait, avant, hier, enfin, ça, c'est vraiment fascinant pour moi, c'est de me dire, en fait, ce que je dénonçais avant comme étant quelque chose de tout à fait circonscrit au voile islamique, aujourd'hui, c'est exactement la même chose à quoi je suis confrontée comme type de raisonnement concernant toutes les minorités, enfin, en tout cas les minorités dont les woke se préoccupent. C'est ça. C'est-à-dire les minorités de genre, les minorités d'orientation sexuelle, les minorités ethniques, etc., etc. Il y a vraiment cette idée euh, qu'une société qui attend de tous le respect des mêmes règles est une société discriminante. Et ça, c'est vertigineux pour moi, parce que c'est vraiment une remise en question de tout ce que la philosophie des Lumières nous a appris, de tout ce que les droits de l'homme nous ont appris, c'est l'égalité de tous en dignité et en droit. Et l'égalité, pour moi, elle passe inévitablement par un traitement identique. Je vois pas très bien comment on peut concevoir une autre forme d'égalité. Et cette forme d'égalité, aujourd'hui, est battue en brèche par des gens qui viennent vous dire non, 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 non. En fait, si vous traitez les gens de la même façon, en fait, vous les discriminez. Parce qu'il y a des minorités qui, parce qu'elles sont membres de minorités, doivent avoir des droits différenciés, donc doivent avoir des droits spécifiques qui leur sont reconnus. C'est, me semble-t-il, extrêmement problématique et j'ai envie de dire qu'on assiste quasiment à, à un tournant civilisationnel. Enfin, vraiment, je pèse mes mots, mais vraiment, on est occupé là à remettre en cause la manière dont la question de l'égalité se conçoit, et donc de la justice sociale, se conçoit depuis 2 siècles au moins. Hmm. Mais on parle beaucoup évidemment, Nadia, de ce fameux mot woke, justement, on a un peu l'impression qu'on en parle beaucoup, mais il y en a peu qui savent finalement définir clairement le concept, tellement on a l'impression que c'est un peu un concept fourre-tout. Donc tu pourrais peut-être quand même commencer également à définir ce concept, à en donner son origine, parce que en parallèle, pour certains, le wokisme n'existe pas. Il y a d'ailleurs un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps aussi, pratiquement au même moment que toi, je pense, et qui s'intitule Le wokisme n'existe pas, la fabrique d'un mythe. C'est un livre d'Alain Policard. Donc on voit bien qu'il y a de fait débat de la part de personnes qui, a priori, ont réfléchi au concept. Alors pour une personne lambda, évidemment, c'est compliqué de s'y retrouver. Oui, alors, donc le terme woke, c'est un terme qui vient de l'argot américain, qui signifie éveillé. Et c'est un terme qui existe depuis déjà au moins 2 siècles avec des mouvements. Donc ça s'inscrit au départ dans le contexte de lutte contre l'esclavage et contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Et donc l'idée, c'était de dire au départ, il faut que les citoyens américains et les citoyens noirs américains en particulier se réveillent, c'est-à-dire qu'ils ouvrent les yeux sur les discriminations qu'ils subissent pour se révolter. Euh, alors ça a pris donc ça a été très longtemps un terme qui a été circonscrit à cette sphère très particulière des États-Unis et des inégalités ethniques, et qui finalement est arrivé en Europe par le biais de Black Lives Matter, donc lors du meurtre de ce jeune noir par un policier, euh, et qui, parallèlement à ça, donc non seulement est arrivé en Europe, mais aussi s'est élargi à toute une série d'autres thématiques. C'est-à-dire que la grille de lecture qui avait été utilisée pour analyser les rapports de domination raciaux aux États-Unis a été appliquée à toute une série d'autres rapports de domination. Enfin, alors je devrais mettre des guillemets parce qu'évidemment, encore faut-il s'assurer qu'il y ait bien un rapport de domination. Mais donc aujourd'hui, on a toute une littérature très florissante qui prétend que dans notre société occidentale, les rapports de domination sont partout. Et donc, ils ne sont pas seulement raciaux, ils sont aussi sexistes. Il y a aussi donc domination des hommes sur les femmes, domination des hétérosexuels sur les homosexuels, des cisgenres sur les transgenres, des hommes sur la nature. Donc,
alors évidemment, j'ai envie de dire, des non-musulmans sur les musulmans, enfin c'est un petit peu lapidaire de le dire comme ça, mais en tout cas, euh, en Europe, les musulmans ont pris la place des Noirs aux États-Unis. Dans l'imaginaire woke et dans le récit woke, je veux dire, puisque aux États-Unis, forcément, la question ethnique est une question qui est centrale depuis le début de l'existence des États-Unis, et elle s'est focalisée autour de la question noire. En Europe, on a moins ça, évidemment, et donc, en se déplaçant des États-Unis vers l'Europe, euh, le discours ethnicisant, j'ai envie de dire, ou qui a remis au centre, je vais le dire plutôt comme ça, la question raciale, est un discours qui a remplacé le noir par le musulman et plutôt même par la femme musulmane, évidemment voilée. Euh, alors, pour revenir sur la question du wokisme qui n'existe pas, parce que je trouve que ça, c'est quand même très, très intéressant. Hmm. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, en fait, de la part de ceux qui disent que ça n'existe pas, c'est qu'en fait, ces gens se fondent pour dire que le wokisme n'existe pas sur le fait que euh, des gens comme moi amalgameraient toute une série de combats distincts en prétendant en fait qu'ils ne font qu'un. Et donc, en gros, tout ce qui serait un peu trop progressiste, ce serait du wokisme. Bon. Alors qu'en fait, si on va lire justement les productions de ces auteurs qui sont, à mes yeux, woke, ils sont eux-mêmes au carrefour de toute une série de thématiques. Je veux dire, ce ne sont pas des gens qui écrivent uniquement sur la question raciale ou uniquement sur la question féministe ou uniquement sur la question transgenre, etc. Il y en a évidemment qui écrivent uniquement sur ces questions-là, mais il y en a aussi qui utilisent et qui mobilisent le concept, par exemple, un concept très florissant qui est le concept d'intersectionnalité. Et donc, le concept d'intersectionnalité, il part d'un constat très simple qui est qu'en fait, bah, il y a des gens qui ne sont pas seulement victimes d'une seule oppression ou discrimination, mais qui sont au carrefour de plusieurs discriminations parce qu'ils portent sur eux plusieurs stigmates en quelque sorte. Hein. Ils sont pas seulement noirs, mais ils sont des femmes noires aux États-Unis, par exemple, où ils ne sont pas seulement racisés, mais ils sont aussi, euh, je sais pas moi, transgenres. Et donc tout ça, ce sont des choses qui se cumulent et qui font qu'ils sont encore plus discriminés que s'il n'était que enfin, s'il n'avait que l'une de ces caractéristiques. Mais, mais donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est que le wokisme, c'est vraiment une grille de lecture. Et c'est une grille de lecture qui va ratisser tout le spectre des rapports sociaux en y cherchant des rapports de domination et en les mettant en évidence une fois qu'il croit les avoir trouvés. Donc, c'est pas moi qui amalgame des thématiques qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ce sont des théoriciens qui disent, par exemple, je reprends l'exemple de la femme noire, parce que c'est vraiment l'exemple emblématique utilisé par les partisans ou les défenseurs de l'intersectionnalité aux États-Unis, c'était de dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans le système juridique américain, puisque quand une femme noire porte plainte, elle doit en fait choisir son motif de plainte. Donc, elle doit porter plainte soit pour racisme, soit pour sexisme. C'est comme ça que le système américain est, paraît-il, comme ça. Et donc, si elle porte plainte pour racisme, on va lui dire, mais non, l'entreprise contre laquelle vous portez plainte n'est pas du tout raciste. Regardez, il y a plein de noirs autour de vous. Et si elle porte plainte pour sexisme, en disant oui, mais non, mais c'est en tant que femme que je suis discriminée, on va lui dire mais non, regardez, il y a plein de femmes blanches autour de vous. D'où l'intérêt, selon les inventeurs du concept d'intersectionnalité, de prendre en compte les deux facteurs en même temps, puisque selon eux, certaines discriminations ne se produisent que quand les deux caractéristiques sont rencontrées en même temps, simultanément. Mais donc, inévitablement, ce discours-là, il fait d'emblée, enfin, par définition, il amalgame deux combats différents, le combat antiraciste et le combat féministe, puisqu'il dit ce sont deux choses qu'on ne peut pas traiter séparément, puisqu'elles ont des connexions les unes avec les autres.
De la même manière, alors j'en parle peut-être un peu moins dans mon livre, mais le mouvement écologiste radical qu'on voit se développer aujourd'hui va aller jusqu'à tenir des discours qui vont critiquer la domination de l'homme sur la nature, par exemple, en disant, par exemple, qu'il faudrait donner des droits non seulement aux animaux, ce que je trouve une excellente idée, mais aussi aux fleuves et aux rivières, par exemple. Et donc, il y a vraiment une obsession de la domination, de dire, mais rendez-vous compte, nous les hommes, nous nous croyons maîtres et possesseurs de la nature, hein, comme disait l'autre, et donc nous dominons la nature et nous méconnaissons ces droits fondamentaux. Donc là aussi, on a l'application d'une grille de lecture euh, qui consiste à rechercher la domination partout où elle se trouve, avec une petite réserve quand même, et je pense que c'est important de le mentionner, euh, qui est que, à mes yeux, à mon sens, enfin, en tout cas, c'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivée, ces rapports de domination ne sont recherchés que quand ils concernent l'homme blanc occidental. En fait, il y a une espèce comment est-ce que je vais dire ça, d'autoflagellation en fait dans le wokisme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tellement simplement de dire tiens, est-ce que notre société a encore du travail à faire pour atteindre l'égalité, ce qui est tout à fait louable évidemment comme démarche, mais il s'agit de dire qu'est-ce que nous avons à nous reprocher en tant qu'hommes blancs, euh, c'est-à-dire au fond nous faire rendre gorge en quelque sorte, enfin, le terme est un peu excessif sans doute, mais il s'agit d'élaborer un contre-discours par rapport à l'image qui était véhiculée sans doute assez communément jusqu'ici, que en gros, ben, en Occident, on avait grosso modo pas mal fait le job. On avait réussi à avoir des sociétés quand même relativement justes. On avait réussi à éradiquer la ségrégation, l'esclavage, le colonialisme, etc. Tout ça était derrière nous. Et donc, finalement, on pouvait, je dirais pas être fier de nous, mais en tout cas ne pas avoir honte du trajet accompli ces 200, 300, 500 dernières années. Et le discours woke est un discours qui va venir contrer ça en disant mais pas du tout. Pas du tout. En fait, on est pétri d'une espèce de supériorité raciale. On croit qu'on est les meilleurs, on croit qu'on a tout fait bien, mais en fait, regardez à quel point nous sommes encore oppresseurs, oppressifs, discriminants, etc., etc. Et donc, euh, et on méprise, j'ai envie de dire, de toute rationalité, parce que moi, je continue quand même à penser que il y a peu de sociétés dans le monde qui sont allées aussi loin que la nôtre en termes d'égalité des droits. Alors, d'égalité formelle, bien sûr, dans les droits. Hein, je veux dire, la façon dont le droit est rédigé me semble, enfin, oui, favoriser et mettre en évidence la nécessité absolue de reconnaître l'égalité de tous en dignité et en droit, mais même au niveau de l'égalité réelle, bah, c'est pas si mal. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore du travail à faire, mais c'est vrai que quand j'entends euh, le portrait hideux que certains font de notre société, je ne m'y reconnais pas du tout. J'y reconnais pas du tout la société dans laquelle j'ai vécu. Je me dis, enfin, est-ce que notre société est vraiment à ce point raciste, à ce point sexiste, à ce point homophobe, à ce point transphobe, à ce point, enfin, je ne sais quoi, colonialiste euh, et c'est ça qui est en fait, me semble-t-il, très dérangeant, c'est cette espèce d'obsession de battre notre coulpe, hein, comme si on avait quelque chose à se faire pardonner. Euh, et encore plus, ce qui est encore plus dérangeant à mes yeux, ce sont les limitations de la liberté d'expression que ça entraîne. Hmm.
on en reparlera effectivement certainement par la suite. Mais ce que tu viens d'évoquer là me fait penser à un autre aspect des choses. Tu disais effectivement le fait que ça venait des États-Unis et tu parlais notamment de l'esclavagisme et y mettre fin évidemment par rapport à une discrimination ici à l'égard des Noirs, c'est évidemment fondamental. Donc est-ce que souvent, comme dans tout combat qui peut paraître un peu excessif, la difficulté justement, ce n'est pas de prendre ce qu'il y a de bon à prendre, en ce sens que quelque part, euh, tout, tout combat mène peut-être dans un premier temps au moins par des excès, mais que c'est pas pour autant, entre guillemets, qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. En d'autres termes, il y a des choses à prendre dans le wokisme, et toute la difficulté, peut-être, c'est de ne pas quelque part être clivé entre deux camps, ceux qui rejettent le wokisme en disant effectivement il existe, mais c'est un problème, et puis ceux qui disent ce wokisme n'existe pas, où il n'y a pas de, où bien il n'y a pas de discrimination, et donc quelque part votre combat n'est pas audible, et on va tout faire pour l'étouffer, ce qui finalement ne fait que que rendre quelque part le combat mené par les woke encore plus virulent quelque part. Parce que quelque part aussi, la difficulté, la dia, quand on veut mener un combat et montrer que le cas échéant, il y a une discrimination, on sait très bien que dans un premier temps, le réflexe, dans le déni, de dire mais non, ça n'existe pas. Parce qu'il y a évidemment, quelque part dans la société, toujours une question de domination. On le voit bien notamment, si je fais un parallèle par rapport à ce que je viens de dire, on le voit bien dans le monde du cinéma, où maintenant, en fait, les femmes deviennent enfin audibles, alors qu'en réalité, le fait qu'elles ont été harcelées, violentées, notamment dans le cadre des films à tourner par des réalisateurs, etc. Cette réalité-là, évidemment, elle était inaudible. Et donc, il faut un temps considérable pour se rendre compte que finalement, ce qui paraît aujourd'hui évident et audible, en réalité, ne l'a pas été pendant tellement longtemps. Est-ce qu'on pourrait pas faire le parallèle en disant, mais finalement, le combat des woke, c'est aussi un combat qui n'est pas audible parce qu'en réalité, ils remettront en question certaines réalités qui pourtant sont sous-jacentes depuis des millénaires, en termes de patriarcat, en termes de domination justement de certains sur d'autres. Ben, alors, je ne pense pas, parce que pour moi, le problème du wokisme, c'est pas tellement le constat dont il part, donc le fait qu'il y ait des inégalités, qu'il y ait des discriminations, qu'il y ait encore de l'oppression, etc. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est ce qu'il propose. C'est ce qu'il propose comme solution, comme réponse. Alors, moi, je reste une légaliste d'abord, donc je suis très attachée au respect de la loi, au respect des règles. Bon, parfois il faut les modifier, mais toujours en respectant évidemment le cadre légal pour ce faire. Euh, et je suis universaliste aussi. Et donc, je pense il est très différent de dire, attention, on a proclamé des droits. Ces droits sont peut-être formellement acquis, mais ils ne sont pas réellement reconnus à telle et telle minorité. Et donc, il faut travailler pour qu'on passe de l'égalité formelle à l'égalité réelle. Ça, c'est une chose, et là, je suis à 200% d'accord. L'autre chose, et c'est ce que font les woke, c'est de dire, en fait, votre prétendue égalité, vos droits de l'homme, ça ne fonctionne pas. Votre prétendu alors, il faut peut-être que je passe par un autre concept pour me faire comprendre, mais votre prétendue société colorblind, parce que c'est une notion qui est assez centrale à mes yeux, donc l'aveuglement à la couleur, je vais expliquer dans une minute ce que c'est, en fait, ça ne fonctionne pas et donc il faut revenir à une attention à la couleur de peau. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que ce truc colorblind? Donc, colorblind, en fait, c'est une expression qui désigne la volonté qui a été dans les années 60 mise en évidence aux États-Unis pour sortir justement de la ségrégation, d'aboutir à une société colorblind. Et donc, colorblind, ça voulait dire aveugle à la couleur, c'est-à-dire il faut que aux États-Unis, on ne tienne plus compte de la couleur des gens. C'est le bon sens même. La couleur des gens ne veut rien dire sur leurs compétences, sur leurs Bien sûr. aptitudes. Donc voilà. Au départ, c'était ça. C'était il faudrait finalement qu'on ait quasiment un bandeau sur les yeux quand on doit évaluer un candidat, quand on doit mettre une note à un étudiant, qu'on ne sache pas s'il est noir ou blanc, ça ne doit pas faire la moindre différence. Euh, et en fait, malheureusement, les États-Unis ne sont pas restés longtemps.
Ça a duré quelques années, cette tentative de se caler sur la politique colorblind. Et puis très vite, ça a été remplacé par des mécanismes d'action affirmative, hein, d'affirmative action comme ils l'appellent aux États-Unis, c'est-à-dire de discrimination positive. C'est-à-dire que pour finalement compenser les décennies de ségrégation, qui avaient évidemment eu des conséquences tout à fait dramatiques dans la société, avec un taux d'emploi et un taux d'accès aux études des populations noires qui était absolument euh, enfin, très très bas. Euh, les États-Unis ont instauré des mécanismes de quotas. Et donc là, on n'était plus du tout dans la politique colorblind, mais on était de nouveau dans les yeux grands ouverts sur la couleur pour aller compter combien il y avait de noirs, combien il y avait de blancs, combien il y avait de jaunes, combien il y avait d'hispaniques, etc., etc. Et c'est un peu ça aujourd'hui qui nous arrive en Belgique, parce qu'on le voit de plus en plus, hein, des propositions visant à introduire des quotas. Alors, on ne va pas encore jusqu'à des quotas de personnes de couleur, quoique je me souviens que dans le rapport sur la colonisation là, qui a été publié, enfin qui n'a pas été rendu public finalement il y a quelques mois suite aux travaux parlementaires en Belgique, une des personnes auditionnées proposait très sérieusement d'introduire des quotas de personnes afrodescendantes dans les administrations pour compenser justement notre héritage colonial. Donc, donc en fait, ça c'est vraiment à mes yeux une rupture de l'égalité républicaine et universaliste à laquelle je suis attachée. C'est de dire on va non pas essayer de ne pas faire attention et d'ignorer cette composante de l'individu, mais au contraire, on va veiller à ce qu'il y ait suffisamment de noirs. Euh, et on peut faire le même exercice évidemment avec les homosexuels, avec les transgenres, avec tout ce qu'on veut comme minorité. Et on entend de plus en plus ça dans le débat public. Des gens qui disent oui, mais il y a pas, nos médias ne sont pas suffisamment représentatifs, il faut plus de diversité dans les médias, etc. Et donc, en fait, cette exigence d'une d'une représentativité qui qui n'est pas une représentativité des idées, mais qui est une représentativité des minorités, donc en fonction de critères qui ne veulent absolument rien dire, du moins je l'espère, de ce qu'elles pensent, c'est une idée qui a le vent en poupe aujourd'hui. Et ça m'inquiète beaucoup parce que, comme je le disais, d'abord, je pense que euh, c'est la meilleure manière d'enterrer l'universalisme. Et puis parce que je pense que ça ne peut qu'avoir des effets pervers. Je veux dire, je suis déjà très opposée aux quotas pour les femmes, donc je suis très à l'aise sur la question. Je veux dire, on ne pourra pas m'accuser d'incohérence. Je veux dire, parce qu'on le sait très bien que quand on met des quotas de femmes dans les administrations ou sur les listes électorales, on sait très bien que ce qui vient tout de suite en boomerang, c'est oui, mais telle femme est là parce qu'il fallait une femme. Et donc le soupçon sur ses compétences, il est immédiat. Et c'est tout à fait compréhensible, c'est logique. Et de la même manière, ben, on l'a vu aux États-Unis avec les Noirs qui accédaient à l'université parce qu'ils étaient Noirs. Forcément, qu'est-ce que tu veux nécessairement? Il y a des gens pour dire à ce moment-là, oui, mais celui-là, il a pu entrer à l'université parce qu'il avait la bonne couleur de peau. Hmm. Bon, est-ce que c'est vraiment un service à rendre aux gens qu'on veut émanciper, dont on veut faire nos égaux, alors plutôt que faire nos égaux, qu'on veut reconnaître comme nos égaux? Moi, je suis pas sûre. Mhm. Et donc, c'était intéressant le fait que je te questionne par rapport justement à cet effet, à cet aspect qui est de dire les discriminations sont de fait à éradiquer autant que faire se peut, et le wokisme peut-être de ce côté-là quelque part de noble, mais en même temps montrer concrètement ce que le wokisme peut être pousser jusqu'au bout, ou peut-être autrement dit ce qu'il y a derrière, quelle est la volonté qu'il y a derrière, en quoi ce wokisme peut mener. Mais du coup, peut-être que si on veut bien euh, exprimer les choses peut-être différemment, à savoir finalement, euh, qu'est-ce que ce serait une société woke? Concrètement, si on devait vivre demain une société entièrement woke, ça correspondrait à quoi? Et là, on peut faire un parallélisme avec ce que l'on disait tout à l'heure, quand tu disais effectivement que la gauche est contaminée par cette idéologie et qu'il existe aussi une convergence idéologique entre le wokisme et l'islamisme. C'est peut-être un des aspects d'une société à laquelle on n'a pas forcément envie d'appartenir, mais plus généralement, ce serait quoi une société entièrement woke?
Ben, une société entièrement woke. Alors, si tu me demandes une description, enfin, bon, moi, une vision d'horreur, évidemment. Donc, j'espère qu'on n'arrivera jamais à ça, parce que je pense que ce serait la guerre de tous contre tous, en fait. Ce serait la guerre des minorités les unes contre les autres. On en a eu un petit échantillon, d'ailleurs, aux États-Unis, dans une université dont j'oublie le nom maintenant, Evergreen, voilà, Hmm. dans l'université d'Evergreen, qui était un campus universitaire très à gauche, qui avait décidé de lutter activement contre toutes les discriminations, de favoriser justement les minorités, etc., etc. Et ça s'est terminé de manière assez dramatique, d'abord pour un enseignant blanc qui a été, enfin finalement qui a claqué la porte après avoir été en but des, enfin, des choses vraiment tout à fait inacceptables. Je veux dire, enfin, comment est-ce qu'on appelle ça? Je trouve plus mes mots. Quand on enferme quelqu'un, quand on enferme quelqu'un dans une pièce, qu'on ne le laisse plus sortir, etc. Euh, des, des, enfin, oui, des comportements, des insultes, des comportements rabaissants, etc. Donc, c'était un campus dans lequel, par exemple, déjà, les enseignants devaient se présenter, non pas Oui, en oui, disant, tout à fait, voilà, je j'ai suis vu. diplômé en ceci ou en cela, mais en disant quels étaient leurs privilèges. Donc, s'ils étaient non seulement riches, mais aussi, par exemple, s'ils étaient évidemment hétérosexuels, c'est un privilège, blanc, c'est un privilège, cisgenre, c'est un privilège, etc., etc. Et donc, c'est vraiment le retour des identités euh, avec une liberté d'expression à géométrie variable. C'est-à-dire que quand on est opprimé, ben, on peut tout se permettre. On peut tout dire puisqu'on est opprimé, et donc forcément la colère est légitime, l'expression d'une saine colère, voire même de la haine, est tout à fait acceptable puisque ça n'est jamais qu'une juste revanche sur l'histoire qui nous a trop longtemps maltraités. Par contre, si on fait partie des dominants, ben là, évidemment, on n'a plus qu'à se taire puisqu'au fond, on l'a pas volé, quoi. Et donc, enfin, moi, je trouve ça, on y assiste déjà aujourd'hui. Je veux dire, enfin, quand je vois à quel point certains discours extrêmement violents sont acceptés lorsqu'ils émanent de certaines minorités, ils ne le sont pas du tout quand ils émanent de la caricature du boomer, hein, l'homme blanc de plus de 50 ans, hétérosexuel et cisgenre, ben, c'est quand même un peu problématique. Hein. Il y a vraiment une rupture du principe d'égalité, en fait. Euh, oui, oui. Et tu parles en fait, Nadia, d'un mouvement de vengeance? Alors, non, enfin, en fait, la difficulté, elle est plutôt là, tu vois. Je pense que la question de savoir si le wokisme existe ou pas, pour moi, c'est une question un peu stupide parce que, enfin, il est évident qu'il existe. Par contre, ça n'est évidemment pas un mouvement structuré comme tel et ça n'est pas, il n'y a pas des réunions de woke planqués dans les caves qui complotent pour parvenir à mettre en échec la suprématie de l'homme blanc, quoi. Hein. C'est pas du tout de ça qu'on parle. Mais c'est un petit peu euh, enfin, je sais pas, comme la lutte des classes a pu peut-être probablement jouer ce rôle. D'ailleurs, je fais cette comparaison dans mon livre. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose de très marxiste dans le wokisme. Hein. Je pense qu'à partir du moment où on a une formation qui nous apprend à repérer tel ou tel principe ou tel procédé à l'œuvre dans une société, on a tendance à être hyper attentif et à voir ça partout. Et je pense que c'est un peu ça le wokisme en fait. C'est une grille de lecture euh, qui est fondée sur des poncifs, sur des choses qui sont finalement assez peu creusées, je trouve, et qui pourtant s'imposent. Euh, Parce que par exemple, quand on dit voilà notre société est patriarcale, moi je veux bien, mais même avec ça j'ai un problème en fait. J'aimerais bien qu'on m'explique ce qu'il y a aujourd'hui encore vraiment de patriarcal dans notre société. Alors je dis pas qu'il y a rien, hein. Je dis juste que j'ai l'impression qu'on a déjà éradiqué pas mal
de traces de patriarcat. Enfin, alors de nouveau, je me réfère à la loi. Hein. Je veux dire, je pense au fait que les femmes n'ont plus besoin d'un homme pour ouvrir un compte en banque. Je pense au fait que les femmes ont le droit de disposer de leur corps librement, que euh, enfin, oui, enfin, il me semble qu'il y a beaucoup de choses. Enfin, le droit de vote, Bien évidemment. sûr. Mais ça, c'est parce que les esprits sont plus longs à changer, évidemment. C'est Alors ça. voilà. Tu vois, la culture du viol, le harcèlement, etc., tout ça continue à exister encore et toujours dans les transports en commun ou ailleurs. C'est des réalités que toutes les femmes vivent. Quand on fait un micro-trottoir Oui, et qu'on pose la question aux femmes, il n'y a pas une femme qui, a priori, a échappé à un harcèlement sexuel, voire un viol. Enfin, c'est quelque chose de très, très commun. Donc, il y a quand même un aspect systémique et on reprend ça effectivement sous le terme générique, mais qui veut signifier quand même une réalité, à savoir le terme patriarcat. oui, d'accord. Mais alors, alors du coup, oui, du coup, d'accord. Ok, je veux bien. Oui, donc tout ce qui est harcèlement de rue, tout ce qui est comportement euh, d'hommes qui semblent considérer comment dire, Le côté un peu que prédateur, c'est eux quoi. qui font la loi, quoi, que c'est eux qui font Mhm. la loi dans l'espace public, en tout cas, Mhm. qu'ils y sont chez eux plus que les femmes, ça c'est très vrai, ça je suis tout à fait convaincue de ça, mais c'est une question de mentalité, comme tu l'as dit, et je ne suis pas sûre qu'on change les mentalités à la manière woke. Je pense au contraire, en fait, que ça radicalise, en fait, les positions. Et on l'a vu d'ailleurs, je me souviens par exemple, parce que le mouvement MeToo et puis le mouvement Balance mon porc, ton porc, pardon. C'était des mouvements qui sont aussi vraiment dans la droite ligne de la traduction du wokisme version ethnique en version féministe. Hein, donc, enfin, dénonciation publique de comportements qui étaient des comportements problématiques, voire inacceptables. Mais on a vu aussi que ça a finalement dérivé de quelque chose qui était au départ très juste et très sain, qui était, enfin, on a dit libérer la parole, c'était des femmes qui disaient, bah oui, voilà, moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi je suis restée silencieuse, j'ai rien dit pendant 30 ans, maintenant ça suffit, je le dis, etc. C'était vraiment très, 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 très important et très bien. À justement Balance ton porc, qui était déjà un peu plus problématique, me semblait-il, parce qu'il s'agissait alors là de dénoncer des gens, des individus. Donc de mettre sur la place publique les noms d'hommes qui avaient ou auraient eu, parce qu'évidemment c'est ça qui est pour moi extrêmement problématique, c'est le fait de s'autoriser à faire justice soi-même finalement. Et ça aussi c'est quelque chose qu'on retrouve dans le wokisme, c'est cette idée que finalement la justice est complice puisque le système est structurellement raciste, structurellement sexiste, structurellement blablabla, etc., etc., la justice fait partie de la structure. Et donc, du coup, les gens en viennent enfin, à croire qu'il est nécessaire qu'ils dénoncent publiquement eux-mêmes des choses parce que s'ils attendent que la justice fasse son travail, elle ne le fera pas. Mais c'est pas entièrement faux, ça non plus, Nadia. Je dirais, on sait très bien qu'il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui ont été victimes de viols, qui ont eu du mal à dénoncer ça à la police, par exemple. On leur a posé plein de questions qu'on ne poserait pas à un homme en disant, tu t'habillais comment, à quelle heure tu es sorti, etc. Donc, de nouveau, il y a un espace que la femme n'est pas censée occuper, que l'homme peut occuper sans aucun problème, on ne posera pas de questions. Et du coup, il y a des questions qui se posent. Et en amont, ça devient d'autant plus difficile de dire qu'on était victime de viol. C'est pas pour rien qu'on revient sur la prescription, qu'on essaye de l'étendre pour une femme qui a subi un viol, Oui, parce qu'on sait que c'est hyper compliqué. Et c'est hyper compliqué parce que la structure permet effectivement aux hommes quelque part de sortir du système ou plus exactement d'en faire tellement partie que finalement on ne voit pas où est le problème. Et la justice, comme n'importe quel quelque part maillon de la chaîne, fait de fait fait partie d'un système qui peut être de fait problématique. Il n'y a aucune raison que la justice soit évidemment exempte de patriarcat et que le reste de la société le soit. Pour moi, c'est quand même une sorte c'est un système, il y a un aspect systémique et le patriarcat, c'est une réalité qui, pour le coup, imprègne l'ensemble de la société, en ce compris la justice, évidemment.
Oui, alors je trouve ça très, très drôle en fait de nous retrouver dans ces rôles où toi, l'homme, tu défends le fait que le sexisme systémique existe et où moi, la femme, je dis oui, quand même, n'exagérons pas. Je trouve ça assez drôle, ce renversement Ouais. des rôles traditionnels. Mais, mais ceci dit, je suis d'accord et pas d'accord. Enfin, comment dire? C'est toujours très compliqué en fait de garder de la nuance dans ce débat. En fait, je suis pas occupée à dire qu'il n'y a pas de discrimination, qu'il n'y a pas de sexisme, que la justice est parfaite, etc. Je, je dis par contre que ce que veut les woke me semble infiniment plus dangereux qu'une justice même imparfaite. En fait, c'est ça. Je veux dire, voilà, je pense qu'il faut rester dans les clous de la loi. Je pense qu'il faut dénoncer effectivement les manquements de la justice quand il y en a et travailler à la réforme, et tu en as parlé, et on a aujourd'hui de plus en plus des formations des policiers pour l'accueil des personnes victimes de violences sexuelles, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience et une volonté d'améliorer les choses. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut continuer à travailler, Bien et sûr. pas en disant, je ne veux plus rien à faire avec la justice, et je règle mes comptes moi-même sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait à quoi ça peut mener, et on sait aussi, enfin, que la justice, c'est quand même aussi une instance de triangulation. C'est fondamental aussi dans notre Bien conception sûr. du droit, Bien enfin, je sûr. dirais dans toute conception du droit. Si on considère que la justice, c'est uniquement le coupable et sa victime face à face et que le meilleur gagne, c'est plus de la justice, justement. Et donc, on a besoin d'un tiers qui vient trianguler, qui vient apporter un peu de hauteur et un peu de cadre, et qui vient donc écouter les parties et écouter les parties, ça veut aussi dire mettre leur récit en perspective. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire, enfin, de nouveau, je vais faire très attention parce que je veux dire, on entend souvent, par exemple, ces phrases victime, on te croit. Et moi aussi, c'est un truc qui m'ennuie, ce truc victime, on te croit, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr qu'il faut a priori considérer que les victimes sont sincères quand elles viennent déposer leur souffrance devant un médecin ou devant un juge. On n'a aucune raison d'imaginer qu'elles inventent quelque chose. Mais d'un autre côté, s'il y a une procédure judiciaire, c'est bien pour sortir de ce récit individuel, de ce simple témoignage, pour aller vérifier, cadrer, contextualiser, entendre l'autre partie, etc. Et donc toutes ces revendications de croire immédiatement la victime parce qu'elle est membre d'une minorité, et comme si du coup, et c'est ça l'important, comme si du coup on pouvait se passer du travail de la justice, c'est quelque chose qui pour moi est en fait préjudiciable en fait à notre fonctionnement sociétal. Mais tu mets là le doigt sur un point crucial et en même temps extrêmement délicat parce que de nouveau, il y a rien de binaire et il faut être nuancé Oui, en sachant aussi, Nadia, que il est extrêmement rare pour ne pas dire que ça n'arrive jamais, qu'un système, évidemment, quelque part, se réforme de lui-même à partir de l'intérieur. Il faut quand même souvent qu'il y ait une prise de conscience qui vient de l'extérieur et qu'à un moment donné, le système se sente obligé de changer. Parce que nécessairement, j'ai envie de dire de manière essentialiste, le système en tant que tel, quand il dure, quand il est au pouvoir, quand il a le pouvoir, il ne désire qu'une chose, c'est évidemment de perdurer. oui, On le voit bien dans le monde du cinéma, on le voit dans la société, on l'a vu de manière extrêmement, presque comme un cas d'école dans l'Église en France. Il n'y a évidemment aucun évêque qui a dénoncé quoi que ce soit par rapport à la pédocriminalité des clercs. oui, oui, oui. Il a fallu de fait une médiation extrêmement poussée pendant des années pour qu'à un moment donné, l'Église finisse par bouger en se disant si on ne bouge pas, on est en train de s'autodétruire, on va perdre tous nos fidèles. Donc tu vois, de l'intérieur, il n'y a rien qui se passe en fait. Et les victimes sont toujours quelque part complètement négligées et ce sont toujours des dégâts collatéraux. Hein. Donc c'est pas les victimes qui quelque part ont toujours la force de lutter contre un système précisément qui les écrabouille, quoi. Je veux dire, moi j'ai l'occasion quand même sur ma chaîne d'échanger pas mal avec des personnes qui ont des parcours extrêmement douloureux à l'égard de l'Église, qui ont justement frappé à la porte de l'Église, de demander des comptes entre guillemets à tel ou tel évêque, essayer d'être reconnu dans leur statut de victime. Et en réalité,
oui, en interne, il n'y a rien qui se passe. Et du coup, de fait, là justement, pour le coup, c'est la justice civile qui Mais oui, peut mais venir oui. en aide. Mais de la même manière, la justice civile a aussi ses limites. On voit bien qu'il y a quand même énormément de personnes au jour d'aujourd'hui qui sont qu'on peut considérer comme étant des personnes qui ont harcelé, qui ont violé et qui sont passées entre les mailles du filet. Il y a peu de victimes d'inceste et de viol qui finalement parviennent à obtenir gain de cause devant la justice. Pour 36 raisons, le système fait que finalement, elle reste victime non reconnue. C'est comme aussi une réalité, ça, peut pas nier Oui, mais cette situation. Donc, comment on fait par rapport à ça? On peut simplement dire, faisons confiance uniquement à la justice et tout va bien se dérouler. C'est une Mais, question de alors de temps. nouveau, quand je dis faisons confiance à la justice, ça ne veut pas dire faisons une confiance aveugle en la justice, mais ça veut dire qu'il faut, pour moi, continuer à recourir aux instances judiciaires pour régler ces différends de... Enfin oui, oui. Je, je, je crois que notre justice, même si elle est imparfaite, vaut 100 fois mieux que la justice telle qu'on peut la pratiquer, enfin la justice avec plein de guillemets, telle qu'on peut la pratiquer sur les réseaux sociaux Hmm, ou enfin, entre personnes privées, quoi. Je veux dire, je pense qu'on a besoin d'un tiers médiateur. Et disons que, en fait, c'est marrant parce que ce que tu dis de l'institution judiciaire me fait un peu penser à ce que certains de ces woke disent de notre société. Je veux dire, hein, c'est comme si tout était dramatique, que tout était épouvantable, que rien n'allait, que c'était horrible, qu'on vit dans un système, une société qui est structurellement ceci et cela, etc. Et donc, c'est un discours qui est pour moi tout à fait catastrophiste et qui, en fait, finit par justifier la désobéissance civile, la rébellion, la sortie du cadre, les violences, enfin, ou les règlements de compte interpersonnels. Enfin, je pense aussi à des trucs comme Extinction Rebellion et des trucs comme ça, hein. Enfin, toute une série de comportements qu'on voit bien sûr. aujourd'hui de plus en plus fréquemment. Et de nouveau, euh, je ne reconnais pas notre société dans ce portrait hideux. J'ai l'impression qu'il y a là une exagération des failles qui existent, euh, mais comme s'il s'agissait euh, de les grossir pour justifier le droit de sortir du système, en fait. Hmm. Mais ce que je comprends bien, évidemment, et ce que j'entends, et ce quoi, évidemment, je suis tout à fait d'accord, c'est que, et on a évidemment de la chance, c'est qu'on vit évidemment en démocratie. Et que la première chose à faire, évidemment, quand on est victime, d'une infraction, c'est évidemment de porter plainte et d'user des voies de recours qui nous sont offertes parce qu'on vit juste dans une Mais oui, démocratie. oui, oui. Et quand on ne se fait pas justice, évidemment, à soi-même. Cela étant, de nouveau, il faut aussi être nuancé et pouvoir se dire qu'il y a peut-être d'autres moyens aussi de faire avancer la société que d'attendre tout vraiment de la justice. Et on voit et on voit là justement par rapport justement à ce quatrième pouvoir que sont les médias, ils ont énormément de poids pour faire bouger les choses, en ce compris la législation. Donc de nouveau, le législateur ne bouge pas non plus de lui-même. C'est pas à un moment donné un représentant Mhm. du peuple qui se lève, qui se dit tiens, je me rends compte subitement qu'il y a beaucoup de femmes qui sont maltraitées, qui sont harcelées, peut-être qu'il faudrait changer la loi. Donc ça vient toujours de nouveau de l'extérieur. Donc voilà, je veux dire, quelque part, il faut être nuancé et aussi user de voies complémentaires qui font qu'à un moment donné, la société bouge dans le bon sens, c'est-à-dire vers plus de démocratie, vers plus d'émancipation, vers plus de respect des droits humains. Donc, mais tout ça, ça forme précisément un tout. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, quelque part. Et c'est ça, pour moi, la difficulté. Et donc, je voulais aussi avoir un éclaircissement par rapport à cet aspect-là, c'est que tout, quelque part, n'est jamais mauvais dans quelques mouvements que ce soit, d'où la difficulté précisément de faire la part des choses et d'avoir un discours lucide, cohérent, qui permette de décrypter ce qui doit être entre guillemets rejeté et ce qui au contraire est bon, quitte effectivement à dépasser évidemment le mouvement de départ qui, comme très souvent, peut être excessif. Alors là, j'ai entendu de fait dans le wokisme la manière dont, euh, dont tu le vois et dont il devrait être vu, que de fait ce n'est pas pour moi comme pour d'autres, et heureusement, c'est pas du tout, je dirais, une, quelque chose qui serait bon pour la société, mais c'est important de pouvoir précisément décanter tout ça pour vraiment bien comprendre. Parce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un mot fourre-tout, et du coup, quand on n'est pas bien informé, on peut très rapidement se dire, mais finalement,
avec quoi ils viennent. Le wokisme, c'est génial. Enfin, il y a des gens qui osent se lever et qui portent l'étendard bien haut, alors il y a plein de personnes qui sont de fait discriminées. Et alors, on parle effectivement des Noirs qui sont en même temps pauvres, qui vivent dans certains pays où les femmes n'ont aucun droit, etc., etc. Donc, c'est ces discriminations multiples qui font qu'à un moment donné, on se dit, mais de fait, nous, on pourrait se dire, on est dans une position extrêmement privilégié puisqu'on vit en démocratie, puisqu'on est blanc, puisqu'on a un métier, puisqu'on a de l'argent, puisqu'on a une maison, puisqu'on a femme et enfants, etc. Donc c'est important de pouvoir nuancer et en même temps entendre aussi les discriminations parce que je pense que comme toujours, quand on est dans une certaine position quelque part qui peut être vue comme une position privilégiée, c'est d'autant plus compliqué d'entendre et de comprendre que il y a d'autres personnes qui de fait sont discriminées et qui de fait seront peut-être plus susceptibles de faire l'objet d'un contrôle de la police que d'autres. Moi, j'ai jamais fait l'objet d'un contrôle de la police dans ma vie. Je sais qu'il y a des personnes qui, même avec un titre de séjour, parce qu'elles sont noires, sont plus susceptibles de faire l'objet d'un contrôle de police. Donc tout ça, on peut aussi l'entendre sans dire non, non, mais attendez, faut pas dire qu'il y a pas de, il faut pas dire qu'il y a du racisme dans la police, etc. Donc il faut être nuancé, mais il faut en même temps pouvoir être lucide pour quelque part aussi pouvoir être, euh, être cohérent et être audible aussi. Parce que sinon, alors on clive les camps et finalement, chacun reste sur sa faim et chacun continue à se battre les uns contre les autres. Et in fine, ça va aboutir à quoi? Le bouquin ne va pas disparaître du jour au lendemain et heureusement, à la façon dont tu vois les choses non plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans une société comme ça? Ah, je sais pas. Je Non, mais sais c'est pas, une mais question moi, concrète pour le coup. je ne peux que répéter ce que j'ai dit. C'est-à-dire, je pense que dénoncer les injustices, les discriminations, oui, 100 fois oui, à condition de garder comme objectif, comme horizon, l'égalité conçue comme l'égalité en dignité et en droit. C'est-à-dire, voilà, tant qu'on est d'accord là-dessus, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais à partir du moment, mais oui, mais c'est vrai, mais à Hmm. partir du moment où j'entends qu'on va aller aux États-Unis, je donne un exemple dans mon livre d'un manuel scolaire de mathématiques qui devait être déracisé parce que soi-disant les mathématiques sont racistes parce que les mathématiques exigent de donner la bonne réponse alors que donner la bonne réponse c'est un truc de blanc. Enfin, excuse-moi, mais Bien je veux sûr, non, dire, mais enfin, là, on est évidemment tout à fait c'est d'accord, hein. affolant. Je veux dire, on On est est là évidemment tout à fait vraiment d'accord. dans le retour de théories racialistes totalement ignobles, sous couvert de respect de la diversité, de respect de la différence. Et c'est un exemple, mais bon, mon livre en est truffé, je veux dire, de toutes ces ruptures de l'égalité fondées sur justement la soi-disant reconnaissance de la différence, en fait. Et c'est ça qui est très inquiétant. Et aussi, comme je le disais tout à l'heure, tout ce que ça fait peser sur la liberté d'expression, puisque l'idée est quand même que les minorités sont par essence victimes de discrimination, d'oppression, etc., etc., et que donc il faut éviter de les offenser. Et donc, et finalement, et là encore, on revient à ce que je disais sur la justice, c'est la victime qui décide de ce qui est offensant. C'est-à-dire que de plus en plus, hein, quand dans des campus américains, on voit de plus en plus recourir à des safe spaces, donc des endroits dans lesquels les étudiants peuvent aller se réfugier s'ils estiment qu'un propos qu'ils ont entendu était heurtant, ou des enseignants qui sont obligés de prévenir les élèves ou les étudiants qu'ils vont dire quelque chose qui pourrait peut-être être jugé offensant par certains d'entre eux. On est dans une logique de perpétuelle vigilance par rapport à la moindre offense qu'on pourrait susciter chez un public qui est considéré comme déjà essentiellement fragilisé. Et donc, du coup, ben, il y a évidemment une restriction de la liberté d'expression qui est pour moi extrêmement problématique. Les campus universitaires deviennent non plus des lieux où on vient apprendre et se confronter à toute une série d'idées et toute une série de productions intellectuelles, mais un endroit où on doit être conforté dans, dans
dans ses convictions, enfin, on doit être dorloté. Et même chose pour la littérature, pour le cinéma. Bon, il y a un livre que j'ai lu dernièrement sur le sujet. Enfin, malheureusement, je l'avais pas encore lu au moment où j'ai écrit mon livre, mais c'est le livre de Samuel Fitoussi, Woke Fiction, qui parle des séries américaines et de la manière dont elles sont de plus en plus soumises à des impératifs woke, donc en matière justement de respect de la diversité. Et donc ça ne veut pas nécessairement dire, enfin on connaît évidemment tous l'exemple classique, bon avant quand il y avait un noir dans une série, c'était toujours le criminel. Maintenant, il y a des noirs qui sont des policiers, et ça c'est très bien parce que voilà, ça permet de montrer que les noirs sont quand même pas toujours dans les mauvais rôles. Ils jouent parfois aussi des rôles valorisants, euh, mais c'est aussi vraiment une espèce d'arithmétique un peu sordide où il faudra nécessairement dans toutes les histoires qu'il y ait des gens de couleur, qu'il y ait des gens qui soient homosexuels, qui soient transgenres, qui soient ceci, qui soient cela, parfois au mépris évidemment de la véracité ou de l'historicité de la production, parce que bon, je ne sais plus quel était ce réalisateur nordique qui avait fait un film. Il était interviewé, on lui demandait s'il n'était pas un peu gêné enfin, de constater qu'il n'y avait finalement que des hommes blancs dans son film. Et il a répondu en disant, écoutez, moi j'ai fait un film qui se passe en Norvège au XVIe siècle, et c'était enfin, un conflit guerrier quelconque. Donc, bah oui, forcément, il y a que des hommes blancs, quoi. Je veux dire, en Norvège au XVIe siècle, sur un champ de bataille, il y a que des hommes blancs, oui. Mais le drame, c'est que aujourd'hui, ce genre de production devient difficile à mettre, à réaliser, parce que simplement, c'est difficile de trouver des budgets parce qu'il y a de plus en plus de critères qui imposent d'avoir des femmes, d'avoir des homosexuels, d'avoir des Oui, oui, ceci, c'est des ceci, ça. Oui, voilà. oui, oui, Voilà. c'est. Et donc, la liberté de création se retrouve aussi bridée par des impératifs qui devraient ne rien avoir à faire avec la créativité. Et même chose pour la littérature, quand on a des relecteurs en sensibilité dans les grandes maisons d'édition qui sont chargés de relire les manuscrits avant publication pour s'assurer que le manuscrit ne donne pas une mauvaise image de telle ou telle minorité, on est très très loin de la vraie littérature. Enfin, Oui, 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 mais là, j'entends bien d'où de nouveau, Nadia, l'importance de distinguer et de savoir effectivement de quoi l'on parle au juste pour ne pas justement que l'on verse du côté des dérives et que finalement ce qui est en jeu, ce n'est plus réellement la véritable discrimination, mais c'est simplement finalement exactement. le ressenti qu'en soi on voudrait protéger, ce qui est évidemment Oui, absolument absurde, parce que si chaque fois que quelqu'un évidemment est choqué, vexé parce qu'en fait ça correspond pas à son propre ressenti, à ses propres convictions, éventuellement religieuses, évidemment on n'est plus dans le vivre mm, commun, mais là on retombe dans l'intersectionnalité. Donc ça on est bien d'accord. Mais en même temps évidemment c'est vrai qu'il y a toujours eu des minorités. Parce que la majorité, précisément, elle est écrasante, elle est au pouvoir, et il y a ce qui fait, ce qui ne se fait pas, il y a la pression sociale à l'égard de la minorité, qui fait que la minorité, à un moment donné, ben, si elle se rebelle pas, elle va rester minoritaire, et jamais elle ne passera de la minorité à quelque chose qui finalement est accepté. On peut penser évidemment aux homosexuels qui très longtemps et dans certains pays encore sont condamnés, voire condamnés à mort, qui chez nous n'ont pas été spécialement très très bien acceptés vraiment non plus pendant des siècles. Et maintenant évidemment quelque part on trouve que ça devient évident. Donc comme on dit souvent ça passe par une lutte intestinale avec une incompréhension et puis finalement la majorité se plie, s'y fait, et ce qui était absolument considéré comme anormal devient en réalité strictement banal. Et donc il a fallu passer quand même par une série d'étapes avant que la minorité ne puisse accéder quand même à un certain statut aussi. oui, oui, mais je trouve que l'exemple des homosexuels est un très bon exemple parce que justement, euh, effectivement, il y a eu un passage dans les combats pour les droits des homosexuels. Il y a eu un passage par ce qu'on appelait alors encore les gay pride, hein, maintenant on appelle ça les pride, mais bon, qui avait vraiment pour objectif de visibiliser, donc de sortir du placard en quelque sorte une fois par an en disant, ben voilà, 364 jours par an, on se cache, on rase les murs, on ne se montre pas, mais ce jour-là, on se montre et tant pis si ça vous choque, euh, mais qui a très vite, à quoi a très vite succédé un mouvement beaucoup plus
je dirais, de revendication du droit à l'indifférence, en fait. Je pense que par rapport justement aux homosexuels, on est très vite passé du droit à la différence au droit à l'indifférence. Et de dire en fait, bah oui, je suis homo, et alors quoi? Enfin, on va pas en faire un fromage. Enfin, euh, et donc cette revendication de visibilité euh, est très vite retombée, j'ai envie de dire. Euh, et alors, je ne sais plus pourquoi je disais ça. J'ai l'impression qu'en fait, oui, c'est ça. Et en fait, donc, bon, être homosexuel, ça restera toujours minoritaire. C'est-à-dire, le but n'est pas de modifier les équilibres. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Je veux dire, enfin, il n'y a pas il y a pas de prosélytisme homosexuel. Je veux dire, personne ne veut que 80% de la population devienne un jour homosexuelle. Donc, simplement, je crois qu'il y a eu une, enfin, on est arrivé à une situation dans laquelle une minorité, certes, est une minorité, mais une minorité parfaitement acceptée, qui n'est plus considérée comme étant le moins du monde problématique. Euh, et je veux dire que aujourd'hui, voilà, c'est ça que je voulais te dire. C'est que j'ai l'impression que le concept même de minorité aujourd'hui est fréquemment associé à comme s'il y avait nécessairement discrimination ou nécessairement oppression quand on n'est pas membre d'une minorité. Or, c'est pas vrai. Et les homosexuels, enfin, évidemment, il y a de l'homophobie, hein, attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, mais notre société n'est pas structurellement homophobe. Voilà, il y a des poches d'homophobie, ça certainement. Euh, mais je veux dire, être membre d'une minorité, c'est pas grave en soi. Et ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va être stigmatisé, etc., etc. Enfin, je dis souvent en rigolant que je suis gauchère. C'est une minorité aussi. Je pourrais aussi, moi aussi, te faire tout un récit victimaire en disant à quel point c'est difficile parfois d'être gaucher parce qu'il y a plein de choses qui sont pas conçues pour les gauchers, mais je ne le fais pas parce que j'ai quand même un petit peu le sens de la dignité. Euh, mais justement, j'ai l'impression que il y a aujourd'hui tout un business victimaire qui se développe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font de leur statut de minorité un argument de vente. Hmm. Euh, et c'est ça qui me dérange, tu vois, parce que être minoritaire, euh, c'est pas grave en soi. La question, c'est de savoir est-ce qu'on est traité bien que membre de cette minorité, est-ce qu'on est traité enfin, Oui, de c'est ça, manière bien sûr. égalitaire avec les Bien sûr. autres membres de la société? Dans toute société, il y a des minorités, des majorités, enfin, Bien et il sûr. y en a auxquelles on ne fait même pas attention, on n'y pense même pas. Je veux dire, les roux sont minoritaires aussi, ils sont Bien sûr, visibles, mais c'est une minorité visible, les ça, c'est pas un routiers. problème. À partir du moment où il n'y a pas d'ostracisme, à partir du moment où il n'y a pas de discrimination, de nouveau, c'est pas un problème. Mais du coup, j'aimerais quand même faire un, si tu veux bien avant de terminer, j'aimerais quand même faire un Mhm, parallèle parce que c'est un aspect pour moi important et sensible aussi, mais que tu évoques dans ton essai. On parlait de la minorité des homosexuels qui maintenant, de fait, parce qu'il y a une évolution des mentalités précisément, parce que la loi peut changer, mais si le mentalité ne change pas, ça sert strictement enfin, si, à quelque chose, mais pas, mais dans le quotidien, ça reste quand même compliqué en tant qu'homosexuel de continuer à vivre comme sa sexualité au grand jour. Mais du coup, par rapport justement au mouvement LGBT QIA+, là en fait, bon, c'est vu aussi comme une revendication et tu dis c'est de plus en plus revendicatif. Euh, En quoi quelque part ça pose problème par rapport si on veut faire le lien avec les homosexuels qui eux ont aussi été quelque part ostracisés. Là maintenant tu dis bah, c'est plus un problème pour eux, ils sont minoritaires encore, mais ils sont acceptés. Pourquoi ne pas faire de même par rapport à ce mouvement plus élargi, j'ai envie de dire. Mais Tu bon, parles évidemment, de la question du transactivisme, là? oui, c'est ça. Ben parce que je pense que c'est pas la même chose. Enfin, je pense il y a toute une série de nuances à apporter. Euh, bon, pour être clair et aller droit au but, moi, je n'ai aucun problème avec le fait que des gens changent de sexe enfin, ou de genre. Enfin, je sais pas très bien comment le dire. La loi belge le permet. Je trouve ça très bien. Euh, il y a simplement, je dirais, deux choses qui, moi, me posent problème. La première, c'est la question des mineurs.
Et là, on voit aujourd'hui un peu partout en Europe toute une série de pays qui ont été très en pointe sur les questions, la question de la transidentité chez les mineurs qui font aujourd'hui marche arrière en se rendant compte en fait, les thérapies hormonales ne sont pas exemptes d'effets secondaires, sont surtout extrêmement nocives et irréversibles à bien des égards, et que donc c'est quelque chose à manier avec beaucoup plus de précautions qu'on ne l'a sans doute fait ces 10 dernières années dans certains pays. Donc ça, c'est la question des mineurs. Et l'autre question, c'est la question, je dirais, du féminisme au sens large, euh, où je trouve quand même un petit peu étonnant qu'on qu'on ait pu batailler à ce point pour l'égalité homme-femme et qu'on puisse considérer encore aujourd'hui qu'il y a des lieux dans lesquels les femmes doivent, pour leur propre sécurité, être séparées des hommes justement parce qu'il y a un patriarcat, une oppression masculine, une domination, etc., etc. Et en même temps, qu'on considère normal que ces lieux soient autorisés à des femmes trans, donc c'est-à-dire des hommes devenus femmes, mais qui n'ont pas nécessairement eu recours à une opération et qui donc sont toujours, d'un point de vue anatomique, des hommes. Donc la question se pose pour moi dans les prisons, par exemple, où on a vu quand même à certaines reprises dans d'autres pays des femmes trans obtenir leur transfert dans la section femmes alors qu'elles avaient été condamnées pour des viols alors qu'ils étaient encore hommes, tu vois. Et Ouais. donc, à partir du moment où on accepte que le changement de genre, sexe se fasse sur simple déclaration, donc ne soit pas accompagné d'une obligation de thérapie médicale ou chirurgicale, enfin, ce que, à la limite, je peux comprendre, enfin, voilà. Mais donc, ça veut dire qu'il suffit à quelqu'un d'aller déclarer qu'il veut changer de sexe et il change de sexe. Mais on ne peut pas nier que ça puisse avoir potentiellement des implications graves sur la sécurité des femmes dans certains lieux où elles méritent d'être préservées de la potentielle agression d'hommes. Donc, donc là, je crois qu'il faut raison garder. Même chose dans le sport, pour des raisons différentes. Je veux dire, on a développé parallèlement le sport féminin et le sport masculin parce qu'on sait bien que biologiquement, les femmes et les hommes ne se développent pas de la même manière à partir de la puberté et que donc la masse musculaire n'est pas la même, la répartition, etc., etc. Enfin, ce sont des réalités biologiques que l'on ne peut pas échapper. Et donc, avoir aujourd'hui des femmes trans qui rentrent dans des compétitions de natation ou de boxe ou des choses comme ça, alors qu'elles ont été hommes et qu'elles se sont donc construites biologiquement comme hommes jusque parfois très tard, enfin pendant, je veux dire, 20 ou 25 ans, ben, ça reste physiquement des hommes. Et donc, évidemment qu'elles écrasent les femmes. Et donc, ça, c'est un problème aussi quand même, je veux dire. Enfin, et donc là, sous couvert d'égalité, de respect de la diversité, d'ouverture, de tolérance, en fait, on est occupé, me semble-t-il, à faire peu de cas du droit des femmes. Et Hmm. pourtant, je ne suis pas du tout une féministe différentialiste, comme tu sais. Je trouve que vraiment, il faut de très, très, très sérieuses raisons pour séparer les hommes et les femmes. Pour moi, on est d'abord des êtres Oui, bien humains. Et sûr. il y a vraiment très peu de circonstances dans lesquelles j'estime important de séparer les hommes et les femmes. Mais, mais je trouve qu'il y a quelque chose là qui est dangereux. Enfin, outre tout le récit transactiviste qui consiste finalement à venir nier la biologie, à dire que le sexe est une construction sociale, que c'est un continuum, euh, et que donc finalement, ben, on n'est pas, comment dire, ça n'est pas quelque chose d'objectif, le sexe. On nous aurait assigné un sexe à la naissance, comme si un médecin avait décidé plus ou moins arbitrairement, après nous avoir vaguement regardé sur un coin de table, que hop, toi tu seras un petit garçon, toi tu seras une petite fille. Et, enfin, et donc, il y a là quelque chose
de totalement irrationnel en fait dans le discours à des fins militantes. Alors que, enfin, de nouveau, je trouve qu'il est possible d'avoir un peu de nuance et de dire, mais évidemment, bien sûr, que si quelqu'un se sent à ce point mal dans sa peau, dans son corps, dans son sexe, pour avoir envie de vivre sa vie dans l'autre sexe, en ayant l'apparence de l'autre sexe, bah, pourquoi ne pas le lui permettre, même si personnellement, j'ai quand même l'impression que ce qui serait peut-être pas une mauvaise chose, d'essayer de comprendre d'où vient ce malaise au lieu de tout de suite recourir à des traitements médicaux. Mais à la limite, un adulte fait ce qu'il veut, Hmm. mais pas à n'importe quel prix. Il fait ce qu'il veut tant que ça n'impacte pas les relations avec les autres. Mais à partir du moment où il y a potentiellement mise en danger d'autrui ou recul sur les droits d'autrui, là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une balance à faire entre les intérêts légitimes des uns et des autres. Oui, c'est ça, il y a l'intérêt individuel, entre guillemets, et puis il y a quand même le regard que la société a le droit de porter, évidemment, sur un choix individuel, en le validant, en ne le validant pas. Ça me paraît important, si de fait Voilà, oui, oui, on veut vivre en commun. Tu serais d'accord avec moi, Nadia, si j'opposais finalement le wokisme à l'universalisme, pour le Ah dire oui, 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 en oui, un mot? bien sûr. Oui, 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 oui. Et, 100 fois et, d'accord, oui. et donc, si on veut, peut-être aussi, là, il faudra peut-être que tu nuances un tout petit peu, mais c'est vrai que du coup, ça me fait penser à autre chose. Si on veut mettre quelque part une origine sur cette opposition, sur cette difficulté de vivre l'universalisme en Occident, est-ce qu'une de ces causes, une de ces difficultés serait liée, le cas échéant, à l'immigration? Puisque la difficulté, précisément, c'est éventuellement d'importer des cultures, une vision de la femme, des convictions religieuses, culturelles, sociétales, etc., complètement différentes, le cas échéant, de notre vivre ensemble, de notre socle commun de démocratie, justement, en termes d'égalité, en termes d'universalité, en termes d'émancipation, en termes de droits humains. C'est clair, évidemment, que mentalement, c'est très compliqué, le cas échéant, de venir avec son système de pensée dans lequel on a été éduqué depuis la naissance, et puis de se transplanter simplement, je dirais, physiquement d'un pays à un autre, et puis se retrouver avec un modus vivendi, avec une façon de vivre et un autre monde mental. Il peut y avoir un choc des cultures, des civilisations, le cas échéant, pour reprendre un mot bien connu. Euh, ben, ce qui me paraît sûr en tout cas, c'est que l'universalisme des droits de l'homme est, mais depuis 30 ans certainement ou 40 ans, est contesté. Euh, par des gens ou des mouvements qui considèrent que les droits de l'homme sont non pas universels, mais une production de l'homme blanc occidental. Hein. Il y a eu, je crois que c'était dans les années 80, si je me souviens bien, une déclaration islamique des droits de l'homme qui prétendait s'opposer à la déclaration universelle des droits de l'homme en disant, ben voilà, vous avez la vôtre, nous on a la nôtre, vous prétendez quand même pas nous imposer votre système de valeurs. Et donc, évidemment que la question migratoire est chaque fois un test pour cet universalisme proclamé. Je veux dire, enfin, euh, oui, on a cette déclaration universelle dont le caractère universel est régulièrement battu en brèche, remis en cause euh, par des gens qui sont pas nécessairement d'ailleurs toujours eux-mêmes des migrants. Hein. Ça peut être des intellectuels bien de chez nous, si je puis dire, qui sombrent dans un relativisme culturel et qui disent, mais au fond, il faudrait quand même peut-être reconnaître que, etc. Je pense que c'est une erreur c'est une erreur historique d'abord. Je pense que si on se plonge un peu dans l'historique de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc avant 1948, ce sont en fait des intellectuels et des cerveaux, j'ai envie de dire, issus de toutes les régions du monde qui ont contribué à la rédaction de ce texte. Donc ce n'est pas une production franco-allemande ou franco-américaine. Hein. Je veux dire, il y avait des Asiatiques, il y avait des Africains, et donc tous ces gens se sont mis ensemble autour d'une table pour réfléchir à ce qui, selon eux, était réellement important et réellement commun comme aspiration légitime de tout homme et de toute femme.
Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut pouvoir opposer à ceux qui aujourd'hui viennent critiquer l'universalisme des droits de l'homme. Euh, Avec aussi, et évidemment, c'est toujours difficile d'exprimer ce genre d'idée, mais je pense peut-être une plus grande confiance dans le bien fondé de ces valeurs qu'on porte. Je veux dire, Mhm. enfin, parce que je veux dire, les droits de l'homme, ils sont universels dans leur prétention, mais dans la réalité, ils ne le sont pas, évidemment. Je veux dire, on sait très bien qu'ils sont pas respectés dans la plupart des pays du monde, mais je crois qu'on doit pouvoir dire avec peut-être un petit peu plus d'assertivité à ceux qui viennent nous rejoindre sur notre territoire que nous tenons beaucoup à ces principes-là et que nous ne souhaitons pas y déroger ou les remettre en cause, que ça fait partie du cadre intangible dans lequel ils sont, on attend d'eux qu'ils s'inscrivent. Maintenant, on peut dire ça aussi à certains de nos ressortissants. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est né ici qu'on est profondément attaché aux droits de l'homme. Hein. Je dirais, il n'y a pas de vaccin ni contre la connerie, ni contre l'extrémisme d'aucune sorte. Donc voilà, c'est peut-être une question qui est plus prégnante dans un cadre migratoire, mais je pense que ça ferait pas de tort à tous les individus vivant sur le sol belge ou plus largement européen d'avoir une éducation aux droits de l'homme digne de ce nom. Ouais. Tu sais, Nadia, en fait, quand je t'entends parler, je me dis ce que tu dis quelque part, tu as évidemment le droit de le dire. Et non seulement, en plus, moi personnellement, je pense comme toi pour la majorité de notre échange. Et je me dis en même temps, c'est fou comme simplement le fait de pouvoir dire les choses peut être vu de façon extrêmement conflictuelle, alors qu'en réalité, tout ce que tu le dis, je veux dire, dans un cadre strictement légal, ça devrait être, entre guillemets, banal, faire partie justement Oui, oui. d'un libre-échange, exactement comme la caricature pour Charlie Hebdo, à mon sens, devrait effectivement pouvoir faire partie de simplement un échange sur lequel on peut débattre. Donc, merci évidemment d'avoir pris la parole aussi librement ici dans le cadre de notre échange. Et pour en terminer, j'aimerais en fait te poser une dernière question, à savoir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton livre et plus largement pour la suite de ton combat militant. Que te souhaiter, Nadia, de bon? Alors pour mon livre, bah, qu'il soit beaucoup lu, beaucoup acheté, parce qu'il y a quelques petites coquilles que j'aimerais que j'aimerais pouvoir corriger dans la troisième édition. Donc pour ça, il faut que la deuxième soit épuisée. Il se vend bien quand même, je Euh, pense. non, ça c'était un peu en manière de plaisanterie. Ouais. Et, et sinon, par rapport au wokisme, moi, tout ce que je peux souhaiter, c'est qu'on arrive vite, le plus vite possible, au constat que c'est une voie sans issue, en fait. Parce que je pense vraiment que c'est une voie sans issue et que c'est en plus une voie qui ne peut nous mener qu'à beaucoup de conflits sociaux, en fait, qu'à beaucoup oui, de conflits entre, enfin, qu'à monter les communautés les unes contre les autres. Et donc j'espère vraiment, mais pour le coup, un réveil. Je veux dire que le plus de gens possible ouvrent vraiment les yeux, soient vraiment woke pour le coup, mais woke dans le bon sens, en réalisant très vite que c'est vraiment pas le bon chemin qu'on prend si vraiment le but est d'en arriver à une société plus libre, plus juste et plus égalitaire. D'accord. Écoute, un tout grand merci. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.